Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme promis, aujourd'hui je vous parle un petit peu du décollage et de la partie plutôt théorique, conceptuelle, calcul autour de tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement déjà entendu dans les jeux ou dans les vidéos V1, Rotate, ce genre de choses. Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc le programme est très simple. Je vous parle un petit peu des concepts autour des pistes et du décollage, des moteurs et de la philosophie autour des moteurs, des vitesses, ensuite de la technique pour tout ce qui est calcul de vitesse et de décollage dans la ligne, puis version un petit peu militaire. Allez, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner. Jingle. Alors d'abord le concept c'est quoi? C'est de prendre un avion, de l'accélérer assez, de préférence face au vent, un maximum de 10 nœuds, ça fait à peu près 18 km/h de vent arrière, de manière à lui donner assez de vitesse pour qu'il puisse se sustenter par ses propres moyens et voler. Donc forcément au niveau de votre aéronef, vous allez essayer de lui permettre de se sustenter à la vitesse la plus faible possible, d'où l'utilisation de bec et volet, qui sont des dispositifs hyper sustentateurs, vous voyez, ça porte bien son nom, et qui vont permettre à votre avion de voler à des vitesses plus faibles. Au prix d'une traînée aérodynamique plus forte, donc ça va plus se frotter avec l'air. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on a décollé, on vient rentrer ses volets, rentrer ses becs, tout ça de manière à avoir une aile beaucoup plus aérodynamique et pouvoir voler plus haut et plus rapide, tout en consommant moins de pétrole. Le concept est assez simple. Au tout début, vous aviez des champs comme ça, par exemple pendant la Première Guerre mondiale. Ils regardaient d'où venait le vent. Quand on représente le vent, un petit trait c'est 5 nœuds, un grand trait c'est 10 nœuds, c'est multiplié par 1,852. Et si vous avez une sorte de triangle comme ça, c'est 50 nœuds. Eh bien, les avions se mettaient face au vent de manière à augmenter le vent relatif sur les ailes, maximiser la portance et venaient décoller face au vent directement. Après, on a inventé les pistes, et donc les pistes, elles, sont orientées face au nord magnétique, face à des caps magnétiques, et elles ont des petits noms. Par exemple, la piste 01, elle va être proche du cap 010. La piste 19, quand vous êtes aligné en piste 19, eh bien vous allez être pas loin du cap 190. En piste 09, vous êtes proche du cap Est, et en piste 27, vers le cap Ouest. Vous avez différentes distances en rapport avec vos pistes. Vous avez la take-off distance available, qui est en gros la distance que vous avez de disponible pour décoller. La take-off runway available, la TORA, qui est vraiment la piste sur laquelle vous pouvez rouler. Dans la TODA, on prend également en compte un petit peu les zones dégagées devant. Et après, et c'est important pour aujourd'hui, la SDA, Acceleration Stop Distance Available. Si je pars d'ici, bien j'ai jusque là. Si je pars de là, j'ai jusqu'au bout de la piste, mais également ce prolongement qu'on appelle un PER, prolongement PER occasionnellement roulable. Donc vous pouvez éventuellement vous arrêter sur ce béton-là. Donc voilà un petit peu pour les différents termes. En termes de calcul, eh bien avant de décoller, vous allez regarder la température, la pression, vous allez regarder l'altitude à laquelle vous êtes, votre masse, le vent, une multitude de facteurs, votre centrage, votre centre de gravité. Et avant, c'était des calculs qui se faisaient à la main. Maintenant, on a il y a une application pour ça. Et ça nous permet de faire tous ces calculs et de connaître de manière très précise nos vitesses, extrêmement précises même, au nœud près, à quasi 1 km/h près. Donc tous ces petits calculs sont faits, ce qui nous permet de bien tout optimiser de manière à ce que nos moteurs nous permettent de décoller. Maintenant, est-ce qu'on vient mettre plein gaz quand on décolle? Eh bien, pas toujours. Dans l'aviation de ligne, mettre plein gaz voudrait dire fatiguer plus les moteurs et consommer plus de pétrole. Donc on va utiliser ce qui s'appelle un décollage en flex, c'est flex, c'est flexible. Vous allez dire à l'informatique que la température extérieure n'est pas ce qu'elle est plus forte. Il va donc changer des choses au niveau du moteur. Vous allez mettre moins de puissance au niveau des moteurs. Vous allez prendre plus de pistes pour décoller. Mais grâce au calcul, vous savez que vous avez assez de pistes, quoi qu'il arrive. Et ça va vous permettre de réduire l'usure des moteurs, la consommation et également le bruit. Donc c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour le passager, ça revient moins cher parce qu'il y a moins de frais inhérents à tout ça. Dans l'armée, c'est une logique différente. Sur avion de chasse, on vient mettre la puissance maximum à chaque fois, même si ça abîme plus nos moteurs. La logique économique est légèrement différente. Ce qu'il faut comprendre avec un bimoteur, et le gros des flottes maintenant, c'est du bimoteur, 747 retiré du service, à 380 retiré du service.
Nous retrouvons maintenant avec des compagnies aériennes qui sont en A320, 321, Boeing 737, le Max est de retour, 777, Dreamliner, A350, ce sont tous des bimoteurs, vous avez moins de frais d'entretien et les moteurs sont juste énormes, très très puissants. Et un bimoteur, en fait, c'est quoi? C'est un monomoteur aux stéroïdes. Pourquoi? Parce que l'idée lors du décollage, c'est que vous allez accélérer et il y a un certain moment où eh bien, vous n'avez plus la place de vous arrêter. Et donc là, si vous perdez un moteur, il faut que vous puissiez continuer à décoller, même si vous êtes à la masse maximum, et que vous arriviez à décoller, à grimper sur un seul moteur disponible, sur 50% de la poussée seulement disponible. À partir de là, vous doutez bien que ces moteurs sont juste énormes. Quand vous montez dans un 777, dites-vous que lancé à plus de 200-300 km/h, le bestiau peut accélérer et peut décoller aux conditions du jour sur un seul moteur. C'est quand même assez bluffant. Bravo aux motoristes qui nous regardent, n'hésitez pas à faire coucou dans les commentaires. Je sais qu'il y a du personnel de Safran, tout ça, souvent qui nous regarde, ceux de Rolls-Royce, Pratt & Whitney, tout ça. N'hésitez pas à faire coucou, invitez-moi à visiter les usines, comme ça sera sympa. Mais blague à part, on va maintenant regarder un petit peu les vitesses. Donc pour la partie airline, la partie aviation commerciale, comme tout le monde, on commence à zéro, arrêtez. Des fois on peut faire ce qu'on appelle un rolling take-off, vous alignez, vous partez directement, sinon on s'arrête. On vient mettre la puissance, on vérifie que la puissance est bonne, c'est parti, ça accélère. Donc on vient mettre initialement la bonne puissance et ensuite c'est le commandant de bord qui met sa main sur la manette des gaz. Pourquoi? Parce que c'est la décision du commandant de bord d'annuler, to abort, d'annuler le décollage, de faire un RTO, Rejected Takeoff, on appelle ça un RTO, un décollage rejeté, s'il y a un souci. Donc c'est lui qui a la main sur la manette des gaz jusqu'à ce qu'on atteigne la vitesse de V1. À la vitesse de V1, il y a une annonce, vous êtes à la vitesse V1 qui veut dire à partir de maintenant, vous ne pouvez plus annuler votre décollage tout en gardant toutes les règles de sécurité. C'est pas sûr que vous vous arrêtiez avant la fin de la piste, c'est même peu probable. Donc il faut décoller, il faut poursuivre même si vous perdez un moteur. À ce moment-là, pour éviter de psychoter plus tard, le commandant de bord retire sa main des manettes de gaz, on est commit, on sait qu'on va aller voler, quoi qu'il arrive, on va décoller. Et là, on accélère, donc on est go-minded, hein, on y va. Et là, maintenant, on va passer la VMU, ce qui est votre vitesse minimale de sustentation à laquelle vous pourriez voler. Mais ça serait un petit peu dangereux, imaginez des rafales ou autres, donc on a des marges par rapport à ça. Et on vient chercher la VR, vitesse de rotation, vitesse à laquelle on vient tirer sur les commandes ou sur le mini-manche pour lever le nez, c'est là où vous avez la roulette qui vient se décoller. Et après, vous avez l'accélération et le train principal, donc au niveau de l'aile là, vient quitter le contact avec le sol et vous avez la V lift-off, c'est votre vitesse de lift-off, de décollage, ça y est, vous êtes en l'air. Maintenant, imaginez vous avez un moteur en panne ou vous perdez un moteur, eh bien vous allez venir chercher cette vitesse très importante, la V2, hein, ce n'a rien à voir avec les fusées allemandes, la V2 qui est la vitesse optimale pour vous écarter du sol à la meilleure pente, éviter tous les obstacles, bâtiments, toutes ces choses-là devant vous, tout en vous protégeant de la VMCA dont j'ai parlé dans une autre vidéo sur le F-18 en Suisse. VMCA qui est la vitesse minimum de contrôle air, la vitesse minimum à laquelle vous pouvez contrôler votre avion avec un moteur en moins. En dessous d'une certaine vitesse, vous avez tellement de dissymétrie que vous ne pouvez plus contrôler l'avion. Donc si vous avez une panne moteur, vous décollez, vous prenez V2 qui vous permet de continuer à contrôler l'avion et qui vous donne 20% de marge par rapport au décrochage. Donc pour faire simple, si vous faites du Flight Simulator ou autre, il faut connaître V1 qui est la vitesse à laquelle vous décidez de lâcher les gaz et de poursuivre. Ensuite, votre VR pour commencer à tirer sur le manche et votre V2 pour, en cas de panne moteur au décollage, pouvoir poursuivre au-dessus des obstacles, grimper, rentrer le train, faire un palier d'après d'accélération, mais c'est un autre sujet, rentrer les volets et traiter votre panne et revenir vous poser si besoin. Voilà pour la partie ligne. Si vous devez faire un RTO, un Rejected Takeoff, et ça peut même vous arriver en tant que passager, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le commandant de bord va décider qu'on annule le décollage. Il va venir couper les gaz, hein, tout simplement, vient réduire à fond. Et là, automatiquement, vous avez l'autobreak qui vient se mettre en marche. Donc, l'avion va se mettre à freiner très très fort. Ça va vraiment freiner fort. Après, il faudra sûrement faire une inspection visuelle des freins qui risque de commencer un peu à fumer. Donc ça va freiner très fort. Et en même temps, vous allez avoir tous les spoilers des dispositifs sur l'aile qui sont là à créer de la traînée aérodynamique, à freiner l'avion, qui vont vous aider à décélérer. Petit point à prendre en compte,
tous ces calculs ne prennent pas en compte la reverse, la poussée inverse des réacteurs. Pourquoi? Parce que imaginez, si vous annulez à cause d'une panne moteur, vous n'allez pas utiliser la reverse que sur un seul moteur. Vous pouvez créer de la dissymétrie et eh bien, c'est plus difficile de freiner sans reverse qu'avec reverse, même si bon, la reverse c'est à peu près 10% de l'efficacité de freinage, c'est pas énorme non plus. Voilà pour ça. Maintenant, les militaires, eh bien, on est moins malin, on va moins faire de calculs, en tout cas à l'époque du superbe étendard. Le superbe étendard, c'était simple. Je m'aligne sur la piste, je mets plein gaz sur frein, je vérifie que mon fuel flow, que mon débitmètre est cohérent avec la position de manette des gaz. Ça m'a l'air bon. Le moteur est bon, il y a de l'huile, tout fonctionne bien. Je lâche les freins, je lance le chrono. L'avion va accélérer et si ma mémoire est bonne, c'est à 80 nœuds. J'ai un tout petit doute, c'est peut-être 100 nœuds. Ça fait quelques années. À 80 ou 100 nœuds, je viens vérifier. C'était peut-être 100 nœuds, j'ai un doute. Je viens vérifier mon temps d'accélération. Et là, fonction des conditions du jour et de la masse, 12 et 15 secondes. Si je vois 17 secondes, eh bien, je viens mettre plein réduit, je coupe les gaz, je sors le parachute frein qui vient freiner l'avion, je monte sur les freins, je commence à freiner et j'annule mon décollage. Je dégage la piste et je m'arrête. Et j'appelle les pompiers. Si je n'ai pas pu dégager, je n'ai pas pu dégager. Mais l'objectif, là, c'est vraiment de se freiner. Donc, très simple, une vitesse, un timing, et ça nous permet de contrôler l'accélération. Très simple sur avion de ligne, presque, une fois qu'on maîtrise bien V1, VR, V-lift-off, V2. Pour ce qui est du super étendard, on prend le chrono, ça accélère de manière cohérente, on continue. Ça n'accélère pas de manière cohérente, on arrête. Pour ce qui est du Rafale, eh bien là, vous avez le problème de la dead zone. Pourquoi un problème de dead zone? Parce que le Rafale peut vraiment varier en poids et les ingénieurs de chez Dassault, selon ma compréhension des textes et tout, ont pris en compte une pente au décollage en cas de panne qui devait être très forte, qui devait être de l'ordre des 5%, là où pour un avion de ligne, il faut 1,2 à 2% en fonction des moments. Alors pourquoi 3 à 5% en cas de panne sur Rafale et 1,2 à 2% pour les avions de ligne? Je ne sais pas, surtout que quand on regarde par exemple le Mirage 4A, en cas de panne au décollage à Cazaux, il restait très bas dans l'effet de sol, au-dessus du lac, avant de grimper pour passer la dune du Pilat, et après rester à très basse altitude au-dessus de la mer, s'alléger sur la post-combustion pour un peu pouvoir remonter. Donc on est très loin des 3 ou 5%. Du coup, avec ce souci de pente, ça pose un souci au Rafale en masse maximum, surtout s'il fait chaud, par exemple dans le désert, et vous avez donc cette création d'une dead zone, la zone morte. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que vous accélérez initialement de 0 à V1, tout va bien jusque-là, vous savez que vous pouvez vous arrêter et vous serez stoppé avant le bout de la piste. Et là, vous avez un moment, des fois entre V1 et VR, où si vous perdez votre moteur, vous n'avez plus la possibilité de vous arrêter avant le bout de la piste, mais vous n'avez pas la possibilité d'accélérer pour décoller, rentrer le train et avoir la pente suffisante dans l'application. Ce qui est bien, mais pas top. Donc ça, c'est voilà, des petites limites de certains systèmes, bon à savoir. Néanmoins, bon, c'est comme des avions qui fonctionnent bien, et vous avez des capacités comme larguer en détresse tout ce que vous avez sous les ailes ou plein de choses comme ça. Donc de manière générale, sur avion de chasse, même en cas de panne d'un moteur au décollage, ça se passe plutôt bien parce que vous avez beaucoup de réserves de puissance. Maintenant, si vous perdez les deux, ça c'est un autre problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour le Rafale? On fonctionne avec le JX. Et oui, le JX, c'est un accéléromètre qui va vous dire, pour les phases d'accélération et de décélération, comme par exemple le freinage, eh bien, le pourcentage, le facteur G que vous utilisez, et vous avez calculé qu'à une certaine vitesse, il vous faut un certain JX. Et comme ça, vous allez regarder, est-ce que mon accélération est correcte? Si vous décollez, que ça accélère, que votre JX est bon, bah vous pouvez décoller, c'est qu'il y a assez de poussée, même si votre système anémométrique n'est pas bon. Je vous renvoie vers la vidéo sur le Mirage 2000N en Afrique. Si maintenant, vous avez la vitesse qui vous dit bon, mais le JX qui vous dit pas bon, ça c'est pas une situation d'avenir, vous voulez peut-être annuler votre décollage. Mais c'est très rare parce que généralement, si vous avez un souci anémométrique, l'instrument va avoir tendance à sous-évaluer votre vitesse réelle. Parce que si c'est bouché, il y a moins d'air qui passe, enfin bref. Voilà. Donc, dans l'armée, nous allons utiliser le timing ou le JX pour nous assurer de la bonne accélération, tout en ayant quand même des notions comme V1, VR, en super étendard, on a une vitesse de décollage, c'est pareil. Eh bien, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous le décollage et toutes ces vitesses. La prochaine fois que vous voyez une vidéo où vous entendez V1, Rotate, V2, eh bien, ça vous parlera. Et on fera peut-être à l'occasion une vidéo sur les performances
à l'atterrissage. Pourquoi? Parce que s'il y a eu autant de sorties de piste ces derniers temps, par exemple, il y en a eu en Asie, il y en a eu déjà à Toronto avec Air France, eh bien, c'est dû à quoi? C'est dû à une multitude de facteurs. Et un qui n'est pas des moindres, c'est l'ultra précision de nos calculs de distance de décollage, mais je fais durer un petit peu le suspense. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Débrief est toujours en vente sur Amazon. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous le souhaitez pour que je vous l'envoie en version dédicacée pour les fêtes. Et sinon, eh bien, à très bientôt. Entre deux webinaires, entre deux vidéos sur l'autre chaîne Aviation eSport également si vous aimez les simulations de vol. Je fais pas mal de contenu en ce moment. Et je viens de créer une chaîne Twitch pour les plus jeunes d'entre vous. Mais il faut encore que je travaille un peu dessus avec mon équipe. Allez, à très bientôt et fly safe.